Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la relation pansement. Qu'est-ce qu'une relation de pansement? Dans quel cas on peut la rencontrer? Donc en fait il faut bien comprendre que on peut rencontrer ça évidemment dans le cadre de toute relation. Et je vais expliquer que ça peut être très différent justement en fonction de la situation. Vous pourriez rencontrer ça dans votre couple, donc c'est-à-dire une personne qui n'a pas encore été réparée ce qu'elle avait vécu avec une autre personne, donc qui n'a pas encore fait le deuil autrement dit d'une relation, et qui pour le faire va s'orienter vers une nouvelle personne qui va lui servir justement pour faire ce deuil, pour arriver en tout cas à dépasser cette situation-là. Donc généralement la personne qui fait ça, elle se rend pas compte de ça parce qu'elle est en souffrance. Elle est dans une souffrance qui peut d'ailleurs être assez extrême et c'est une personne qui a tendance en fait quand elle va mal à s'orienter vers les autres, vers l'extérieur, vers l'action. Et donc du coup c'est une personne qui va avoir tendance à se dire ok, je viens de perdre quelqu'un dans ma vie donc je vais remplacer cette personne par quelqu'un d'autre. Il y a un vide si vous voulez et ce vide là je ne le supporte pas donc je vais le combler, je vais le remplir. Et c'est vrai que dans la vie, quand on a un vide quelque part, donc par exemple quand on vient de se séparer, qu'on n'a plus de couple, on va peut-être au début réagir en se disant il faut que j'en recrée un. Et donc effectivement ça peut être quelque chose qui est automatique, donc c'est-à-dire que la personne a appris à fonctionner comme ça, elle fait pas consciemment le calcul de se dire ah il faut que je retrouve quelqu'un pour aller mieux, pas nécessairement, elle le fait automatiquement, elle le fait parce qu'elle a appris comme ça, ou peut-être parce que les autres lui ont dit aussi mais en fait ce qui va pas chez toi c'est que tu n'as plus de couple et donc simplement refais-en un, en gros hein. Donc ça peut se produire dans le cadre d'un couple, ça peut aussi se produire de façon beaucoup plus tragique d'ailleurs dans le cadre d'un deuil qui n'aurait pas été fait par rapport à un enfant. Donc j'explique la situation, ce sont par exemple des parents qui ont eu un enfant qui peut être mort en bas âge ou ça peut être aussi un enfant mort avant la naissance. Donc autrement dit, les parents n'arrivent pas à faire le deuil, ce qui est logique parce que c'est quelque chose d'extrêmement difficile hein. Et donc ils vont réagir en se disant on voulait un enfant et comme justement on a projeté un rêve, donc il y avait quelque chose déjà qui était en train de se construire, que cet enfant soit né ou pas d'ailleurs, il y a quand même, si vous voulez, psychiquement une place qui a été créée pour cet enfant qui n'a donc pas été remplie, on va dire ça comme ça. Et donc quelque part ces parents là peuvent avoir tendance à se dire ok c'est rien, on va essayer d'en avoir un directement. Et donc le problème est de ne pas avoir fait le deuil et en fait que l'enfant à venir ne va pas être aimé pour lui mais pour l'enfant qu'on aurait dû avoir si vous voulez. Donc là vous avez un enfant qui va avoir des problèmes de développement identitaire. Donc c'est-à-dire c'est un enfant auquel on va donner le nom justement de l'enfant qui était à naître ou de l'enfant décédé ou à qui on va faire comprendre que l'autre aurait été mieux que lui. Donc c'est-à-dire que dans l'esprit des parents, dans l'imaginaire des parents, cet enfant est déjà créé si vous voulez et à ce niveau-là ils avaient idéalisé toute une série de choses. Et il se trouve que quand on est confronté à un être humain, on peut être déçu par rapport au rêve qu'on avait parce que forcément un être humain ce n'est pas parfait, je l'ai dit bien souvent et c'est tant mieux hein. Donc les enfants ne sont jamais parfaits bien entendu par rapport aux rêves que les parents en avaient et donc l'enfant a été idéalisé et parfois le parent ne se rend pas compte que ce qui pose problème c'est le fait d'avoir idéalisé, c'est pas le fait que l'enfant soit pas parfait, bien au contraire, l'enfant doit avoir sa personnalité, doit avoir justement ses défauts, doit tester aussi l'autorité pour se développer, pour se créer son identité. Et donc là c'est un enfant qui va avoir du mal à se créer son identité, à savoir qui il est, parce qu'en fait il va vivre à travers un prisme qui n'était pas lui, si vous voulez, qui était un rêve, qui était un idéal. Donc cet enfant risque en fait toujours de se dire qu'il n'est pas suffisant, qu'il n'a pas su combler ou réparer ses parents, parce que évidemment le deuil des parents continue, donc c'est un enfant aussi qui va être accueilli, s'il est accueilli en tout cas, dans une certaine souffrance, parce que les parents vivent évidemment un deuil. Le fait d'avoir perdu un enfant ne va pas se réparer avec la naissance d'un nouveau, exactement comme quand on recrée un couple, qu'on vient de perdre une personne, qu'on recrée un couple et donc la nouvelle personne ne remplace pas l'autre personne. En fait aucune personne ne remplace une autre personne parce qu'elle est autre tout simplement. Et en fait c'est ça qui fait la richesse justement de nos relations, c'est qu'elles sont toutes différentes, que justement on peut en apprendre des choses très différentes aussi, parfois semblables aussi, hein. Il y a des choses qui reviennent bien sûr, mais
ce qu'il faut bien comprendre dans ce mécanisme-là, c'est que le problème, c'est que les personnes ont fait ça pour faire leur deuil et que l'enfant va avoir du mal du coup à se développer, à avoir une identité, à s'autoriser aussi de décevoir ses parents, parce qu'en fait c'est nécessaire. Les parents doivent être confrontés à la réalité et ils ne doivent pas rester dans le rêve si vous voulez, pour justement faire en sorte de vivre cette aventure avec l'enfant, l'accompagner, l'aider et aussi faire en sorte de l'aimer, parce que l'amour n'est pas aimer la personne idéale, c'est plutôt aimer une personne qui parfois vous ennuie, qui parfois vous malmène, qui parfois fait des choses que vous n'aviez pas prévues, qui va vous surprendre, qui va aussi faire en sorte du coup que vous allez découvrir une autre facette de vous que vous n'aviez pas nécessairement prévue. Donc être parent c'est complexe parce que forcément vous avez toute une série de choses, de dynamiques qui sont en place et un être humain n'est pas l'autre, donc vous pourriez être parent avec l'un et parent avec un autre enfant sans que ça soit nécessairement la même relation. L'amour n'est pas nécessairement le même parce que les personnes sont différentes, la relation est différente, donc c'est utopique de se dire j'aime mes enfants de la même manière. Absolument pas, vous allez les aimer de façon différente. Ça ne veut pas dire moins ou plus nécessairement, ça veut dire simplement que comme l'enfant a ses particularités, vous allez avoir par exemple un enfant très autonome, vous allez peut-être lui faire plus confiance et l'autre peut-être un peu plus sensible, etc. Vous allez peut-être le surprotéger un petit peu. Et bien l'amour n'est pas différent, on pourrait se dire si tu t'occupes plus d'un enfant que de l'autre, tu l'aimes plus, et bien pas du tout, c'est pas nécessairement le cas. Quand on fait confiance à quelqu'un, c'est aussi une preuve d'amour. Donc attention de ne pas faire de raccourcis justement, et on en fait bien souvent par rapport à ce qu'on a vécu enfant. Quand on est enfant, on se dit je préférerais avoir ça, avoir plus d'attention par exemple, ou au contraire qu'on me laisse un petit peu plus libre, qu'on me fasse plus confiance. Mais les parents ils s'adaptent et ils font au mieux, donc forcément c'est pas parfait. Et personne n'est parfait, et ça c'est intéressant de le savoir au départ. Ce qu'on fait, on le fait avec qui l'on est, avec notre imperfection, et s'aimer, c'est s'aimer à travers nos imperfections. Donc on va pas demander aux parents d'être parfaits, ça c'est une utopie qui est grave et qui est entretenue aussi souvent par beaucoup de psy, etc., beaucoup de courants de pensée psychanalytiques, comme quoi si on a un problème dans la vie, c'est à cause des parents, c'est à cause de la famille, c'est à cause de ce qu'on a vécu enfant. C'est pas nécessairement vrai parce qu'il y a aussi ce qu'on va en faire de ce qu'on a reçu et comment on va l'interpréter, comment on va le percevoir si vous voulez. Ça a quand même un impact ce qu'on vit avant, mais effectivement avoir été un pansement pour quelqu'un c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre parce qu'en fait on n'a pas d'identité propre, on n'est pas aimé pour soi, on est aimé pour un rêve, on est aimé justement pour réparer quelque chose, quelqu'un, une situation, une famille. Le problème de ça, c'est que comment se définir par rapport à justement une image qu'on nous renvoie qui n'est pas nous en fait, où on nous demande d'être quelque chose qui n'est pas nous, on nous demande en fait d'être absolument pas nous-mêmes. Et si vous vivez ça au niveau du couple, et bien forcément la personne une fois qu'elle va être réparée en fait n'aura plus d'intérêt à être avec vous. Alors c'est extrêmement difficile à vivre et aussi à s'apercevoir de la situation. Il y a beaucoup de personnes qui font ça en couple, ils vont avoir vraiment du mal à faire le deuil d'une ancienne relation et du coup qui vont se mettre comme ça un petit peu instinctivement avec quelqu'un pour se réparer. Alors c'est pas nécessairement méchamment que la personne fait ça, mais il faut bien avouer que c'est pas très sain non plus parce que le problème de ça c'est que à aucun moment on va vraiment, donc la personne qui sert de pansement n'est pas vraiment aimée telle qu'elle, puisqu'elle est un moyen utilisé pour obtenir un résultat. Donc quelque part, c'est pas loin d'une sorte de manipulation, à la différence que la personne qui va faire ça ne veut pas détruire l'enfant, bien au contraire. Hein. Donc elle veut se réparer. Donc c'est une manœuvre de survie si vous voulez. Hein. Et donc ce qu'il faut faire par rapport à ça, c'est prendre conscience évidemment du problème et se dire pour l'enfant qu'il a le droit d'être qui il est, même s'il dérange, et surtout s'il dérange. Et c'est bien ça qui est problématique, c'est qu'un enfant n'ose pas déranger, va essayer de faire plaisir pour se faire aimer, etc. Donc vous aurez aussi un enfant comme ça qui va être parentifié éventuellement, donc c'est-à-dire qui va prendre sur son dos la peine des parents, qui va vouloir réparer l'autre, exactement comme quand on a un parent dépressif, un parent alcoolique ou toxicomane, c'est le même cas de figure, c'est-à-dire les parents ne sont pas vraiment parents, ils sont pas vraiment responsables si vous voulez, ou en tout cas pas tout le temps. Et donc du coup cet enfant va apprendre à fonctionner par lui-même, va devoir se référer à lui-même, se développer par lui-même, mais peut-être aussi par rapport à d'autres personnes extérieures à la famille. Donc ça dépend un petit peu de qui se trouve autour. Donc l'enfant va aller chercher l'amour ailleurs en fait et la reconnaissance ailleurs.
Et effectivement, utiliser quelqu'un comme pansement n'est jamais une bonne solution. Si vous vous rendez compte que vous avez fait ça dans une relation pour vous réparer, eh bien vous allez vous rendre compte aussi que quelque part la personne est interchangeable. En fait, vous êtes plutôt dans une sorte de dépendance affective. C'est pour ça qu'on en a parlé énormément de la dépendance affective, parce que beaucoup de personnes se trouvent là-dedans. Alors c'est pas nécessairement hyper négatif, dans le sens où si vous êtes là-dedans, eh bien il faut en prendre conscience, mais c'est pas grave en soi, parce que effectivement à ce moment-là vous pourriez décider de fonctionner autrement au fur et à mesure, de vous dire ok, si j'ai besoin de trouver du bonheur à l'extérieur, si j'essaye de me remplir avec une autre personne, avec quelque chose à l'extérieur, eh bien c'est que je ne m'aime pas assez moi, c'est que je n'ai pas assez construit ma vie personnellement, je suis pas assez passionnée par ma vie, et mon mal-être je le fais porter par les autres. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider moi à aller mieux? Moi tout seul d'abord. C'est comme ça que je vais faire pour ne pas faire porter à l'autre justement mes deuils, mon mal-être. Et donc du coup, je vais demander à l'autre de m'apporter de la joie de vivre. C'est un peu ce que font les parents hein, quand l'enfant sert de pansement. C'est ce que font aussi les personnes qui sont endeuillées. Parfois, ils vont se remettre en couple pour supporter le deuil éventuel, parce qu'ils ne supportent pas la solitude, ou parce que justement il y a une déstructure, si vous voulez, de l'organisation de la vie de tous les jours, parce que cette personne est partie, qui organisait la vie de tous les jours, et bien ça montre qu'il y a une certaine dépendance si vous faites ça. Donc le truc c'est de prendre conscience de sa dépendance. Ça veut pas dire nécessairement casser les relations autour de soi, mais les modifier en se disant ok, je me sers peut-être de l'autre. Donc c'est pas génial hein, de se rendre compte de ça, c'est pas génial de se dire bah, je suis en train de me servir de l'autre, peut-être que je suis pas suffisamment autonome, peut-être que justement je demande à l'autre qui me prenne en charge, je demande à l'autre d'être dans le syndrome de l'infirmière, ça c'est possible aussi. Ça peut être un cas de figure qui fait que vous vous retrouviez là-dedans. Donc c'est prendre conscience, qu'est-ce que j'ai vécu, pourquoi j'ai eu besoin de ça, à quel moment de ma vie justement cette personne est arrivée dans ma vie. Donc justement si c'est juste après un deuil ou dans une période où j'avais l'impression d'être en survie comme ça, où je me sentais très angoissée, très mal dans ma peau, etc. Et bien à ce moment-là vous pourriez déduire que effectivement vous avez fait ça et que donc vous utilisez l'autre comme un pansement. Donc comment faire pour ne plus l'utiliser comme un pansement? Bien, c'est de s'intéresser sincèrement à la personnalité de l'autre et de se dire ok, est-ce que j'ai vraiment envie de découvrir les passions de l'autre, la vie de l'autre, et à quel moment est-ce que je peux accepter justement que l'autre me renvoie une image qui ne correspond pas à mon rêve. Donc parce que c'est à ce moment-là que commence l'amour en fait hein. Donc le risque c'est de courir après du relationnel qui soit plus passionnel, c'est-à-dire qu'au début on cherche éventuellement la petite flamme de l'amour qui va faire qu'on est dans l'amour naissant, mais l'amour naissant c'est plus du passionnel, c'est pas vraiment de l'amour en tant que tel, c'est j'ai envie de rencontrer l'autre, rentrer en relation, je joue avec, etc. Donc c'est fun, c'est chouette, etc. Mais je sais pas encore qui est l'autre. C'est à partir du moment où l'autre me montre qui il est et que c'est en désaccord avec ce que j'attendais et que je me dis ben ok, mais c'est l'autre quand même et je l'aime avec ses défauts. Et c'est à partir de ce moment-là que l'amour vraiment commence. Alors c'est un amour qui est peut-être plus calme, plus tamisé, qui n'est plus nécessairement passionnel. Ça peut être hein, aussi passionnel parce que parfois on vit ça et puis hop, d'autres périodes plus passionnelles, etc. L'amour n'est pas un chemin tout droit dans lequel au début on est forcément très amoureux et puis après on passe à une sorte d'amour-amitié comme ça. Non, c'est pas comme ça, hein. Il y a des cycles en fait. Hein. Donc on peut revenir en arrière et jouer justement avec cette flamme-là, de réanimer un petit peu cette passion, etc. Il y a des gens qui ont besoin de la passion, d'autres qui en ont peur justement, qui se disent ce n'est pas quelque chose de réel, et quelque part c'est vrai, on est plus en train de fantasmer quelqu'un que de le rencontrer réellement quand on est dans la passion. Maintenant parfois c'est nécessaire de passer par là parce que c'est ça qui va créer le lien et on va créer du coup des souvenirs communs, etc. Et donc comme ça on découvre vraiment l'autre, hein. On n'est pas juste dans je projette un rêve, j'ai envie de ce rêve là parce que j'ai besoin moi d'avancer dans ma vie et en fait j'ai besoin de croire que l'amour est possible, ou j'ai besoin de croire que cette personne est la bonne, qu'enfin ça va aller maintenant, etc. Donc ça c'est regarder un petit peu dans quoi est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez besoin de croire, dans ce cas là pourquoi est-ce que vous passez par une autre personne pour croire à ça, est-ce que vous ne pouvez pas croire vous tout seul. Donc effectivement la manière dont on va voir les choses va permettre de libérer cette situation là. Donc relation pansement, attention, c'est jamais sain. Si vous êtes là-dedans et que vous vous rendez compte que l'autre vous utilise comme ça, eh bien il faut en parler.
il faut mettre ça au grand jour, tout simplement pour pouvoir déposer ça sur la table, en parler tous les deux, etc. Et voir un petit peu si c'est vraiment utile d'être là pour l'autre. Parce que peut-être qu'en faisant ça, en acceptant en fait d'être une relation de pansement pour l'autre, vous l'empêchez aussi peut-être de faire son deuil. Donc il y a aussi le côté, comme je ne sais pas vivre tout seul, ben, je prends quelqu'un d'autre qui va me servir de pansement, qui va me permettre de réparer la relation passée, en tout cas ça va me rassurer. Et en même temps, ça va me donner l'illusion que je suis en train de construire quelque chose. Sauf que le problème, c'est sûrement ça, c'est que vous ne construisez pas vraiment. Parce qu'en fait, peut-être que pour ne plus être dépendant affectif, il faut passer par un moment de solitude. C'est-à-dire, solitude veut dire je me découvre moi, je n'ai plus peur d'être tout seul, je sais qui je suis, je me fais confiance, je découvre mes ressources, je découvre aussi comment je peux m'aimer, sincèrement. Et donc du coup, j'ai moins besoin de l'autre, j'ai envie mais plus besoin. Et là, vous êtes vraiment de quelque chose qui est de l'ordre de l'amour, vraiment dans l'ordre du relationnel. C'est j'ai envie d'être avec l'autre, bien sûr. La personne peut me manquer un petit peu, je peux avoir des petites angoisses de me dire oh, est-ce que l'autre pense à moi ou est-ce que l'autre a envie d'être avec moi ou quoi. Mais ces angoisses-là, elles vont être fugaces, elles vont être petites, elles vont être assez limitées, vous n'allez pas souffrir vraiment de ça, parce que dans la passion, on peut souffrir énormément à cause de ces angoisses-là. Hein. Donc attention à tout ce qui est ultra passionnel, c'est utile pour certaines personnes pour s'accrocher, pour créer des souvenirs, etc. Mais passez très vite justement à la rencontre de l'autre, en tout cas par phase, par période, par décision aussi, hein, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment commencer à construire un truc ensemble. Donc ça ne veut pas dire nier la passion, si elle est là, vos sentiments sont là, ce que vous ressentez est là, vous avez le droit en fait de vivre ce que vous vivez, de ressentir ce que vous ressentez, sans jugement aucun, en vous disant simplement, ben voilà, la vie c'est ça aussi, et c'est aussi le rêve, c'est aussi parfois projeter des choses sur les autres, et c'est difficile de ne rien projeter sur les autres. Je pense que justement quand on ne projette rien, on n'a peut-être pas envie d'un avenir commun, on n'a peut-être pas envie de s'investir dans une relation. Ce qui fait qu'on s'investit, c'est qu'il y a une part de mystère, une part justement de projection, une part d'envie de l'aventure. Donc on ne sait pas ce qu'il y a comme aventure derrière. On ne peut pas le savoir non plus nécessairement à l'avance. Peut-être que c'est ça qui est intéressant. Donc oui, rencontrer vraiment les autres et éviter de ne pas avoir fait vos deuils. Donc ça veut dire que pour faire un deuil, il faut se regarder en face à face et se dire ok, je souffre, j'écoute cette souffrance, je ne nie pas cette souffrance, je ne la fuis pas si vous voulez dans une autre relation. Je n'essaye pas d'y échapper. C'est ça, hein, en fait, la relation pansement, c'est j'essaye d'échapper à ma souffrance qui m'est vraiment insupportable. Et bien sûr que c'est légitime d'avoir de la souffrance quand vous venez de perdre un enfant, bien sûr que c'est légitime quand on vient de vous quitter ou quand une relation simplement s'est disloquée. Ça peut être en amitié aussi, hein. Vous pouvez souffrir énormément d'avoir perdu ça. Vous pouvez souffrir énormément d'avoir perdu une relation professionnelle ou une place professionnelle. Il y a un deuil à faire. Donc le but c'est chaque fois de se dire qu'est-ce que je vais tirer de mon expérience, parce que l'expérience c'est la vie, c'est ce qui m'enrichit, tant que j'en fais le deuil. Et justement, faire ces deuils successivement, ça permet de ne pas alourdir votre fardeau. Je m'explique, c'est que si vous ne faites pas votre deuil, vous allez vivre un chagrin d'amour. Vous allez échapper à ce chagrin en ne regardant pas la souffrance, parce que vous ne voulez pas de cette souffrance-là. C'est légitime de ne pas en vouloir, mais à un moment donné, il faut écouter ce qu'elle a à vous dire, parce que sinon, vous ne ferez pas le deuil. Et effectivement, dans ce cas-là, vous allez fuir quelque chose. Et donc, du coup, vous allez vous mettre dans une autre relation, vous ne serez pas tout à fait avec l'autre en réalité, parce que vous avez toujours cette souffrance-là qui va revenir à certains moments, même si elle va être tamisée. Vous allez en fait l'étouffer et elle va rester là. Et donc, à chaque rupture, ça veut dire que votre deuil va se réactiver. Et la blessure, elle va être encore plus douloureuse à chaque fois. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir vous rendre compte que vous n'avez plus un deuil à faire, mais 3 ou 4 ou 5 en fonction du nombre de relations que vous avez eues. Et là, c'est beaucoup plus difficile de faire ce travail-là. Parce qu'en fait, la souffrance, vous devez la réactiver, la réanimer, si vous voulez, pour aller la décanter, et puis après, pour vous sortir de cette situation-là, pour ne plus traîner justement ce qui vous pèse. Donc c'est extrêmement plus compliqué. Donc moi je vous garantis que le meilleur c'est toujours de faire son deuil au fur et à mesure, et même si ça prend du temps, et même si ça demande de se mettre un petit peu justement en situation de repli sur soi je veux dire, pour justement se regarder en face à face, se dire ok qu'est-ce qui m'a fait souffrir, pourquoi j'ai vécu ça, etc. Ça veut pas dire à un moment donné que vous n'allez pas retourner dans le monde, revivre d'autres aventures bien entendu. Je vous recommande aussi d'aller vous orienter aussi vers l'avenir. Mais faites votre deuil au fur et à mesure, ne faites pas porter ça par quelqu'un d'autre, dites-vous que l'expérience que vous avez vécue, c'est à vous. Vous devez vous réapproprier ça parce que c'est à vous, ça vous appartient. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir aimer ce que vous avez vécu, ce qui n'est pas toujours simple, et vous aimez vous,
dans ce que vous avez vécu aussi. Et pouvoir vous dire, ok, maintenant je sais vers quoi je vais, je sais comment je peux réagir, je me connais mieux, je sais ce que je peux amener aussi aux autres, et je sais ce que je peux m'amener à moi. Et donc du coup, je n'attends plus que l'autre me sauve, j'attends en fait de partager simplement. Et attention que c'est une idée qui est vraiment entretenue par les films, par les chansons, c'est je t'aime donc je souffre, c'est pas en fait du tout la vérité. Quand vous souffrez, ça veut dire que vous avez quelque chose à travailler, ça n'est pas de l'amour en fait. Hein. Donc l'amour et la souffrance, ça va pas ensemble nécessairement. Mais les films, les chansons, etc. vous font croire que quand vous rencontrez quelqu'un, l'autre va vous sauver, ce qui déjà est complètement aberrant. C'est vous qui vous sauvez vous-même, c'est vous qui allez vous guérir, c'est vous qui allez faire en sorte que parce que vous vous aimez, vous avez la joie de partager, parce que vous avez l'envie justement de partager vos passions et votre joie de vivre. Et donc tant que vous n'avez pas trouvé votre propre joie de vivre, ça va être difficile en fait de rencontrer quelqu'un qui va vraiment avoir envie de vivre avec vous, d'être avec vous, d'évoluer avec vous. Excusez-moi l'expression, mais parfois aussi se faire chier avec vous parce que vous êtes précisément en train de vous confronter à des choses que vous n'aviez pas prévues, parce que vous aviez peut-être des façons de fonctionner qui... Oui, c'est pas toujours simple de s'accorder, mais l'autre va vous aimer parce que vous avez aussi votre caractère et que vous savez pourquoi vous le faites et vous savez quelles sont vos valeurs et vous allez pouvoir justement regarder si l'autre a les mêmes valeurs que vous et sur base de ça, vous allez pouvoir construire vraiment un truc durable, fiable dans le temps, etc. Donc voilà, relation... pansement, ben je vous le déconseille. Surtout faites vos deuils au fur et à mesure, comme ça vous ne serez pas là-dedans. Et si quelqu'un vous utilise, mettez ça sur la table pour que l'autre se rende compte. Et aussi prenez la décision de voir, est-ce que j'aide vraiment l'autre si je continue là-dedans? Parce que souvent la réponse est non. En fait l'autre fuit son parcours, son deuil justement à faire. Et comment vous pouvez aider l'autre, mis à part en lui montrant en fait ça, tout simplement. Et ça a une valeur immense. Hein. Quand on voit ce dans quoi on peut le changer, on peut choisir. Quand on ne le voit pas, on va fonctionner comme ça par automatisme en fait. Et donc oui, le mieux c'est de dire à l'autre, voilà comment tu fonctionnes. En tout cas, de mon point de vue, qu'est-ce que tu veux en faire? Et c'est l'autre qui choisit aussi. Hein. Parce que l'autre peut aussi choisir de dire, ok, tu veux pas me servir de pansement, je vais prendre une autre personne qui va me servir de pansement. Voilà. En tout cas, surtout prenez bien soin de vous, faites votre deuil au fur et à mesure, soyez fiers de vous, de qui vous êtes, de vos parcours et de votre chemin. Et n'oubliez jamais que c'est votre expérience qui va vous enrichir. Donc vos deuils vont vous enrichir, vont vous permettre aussi de partager d'autres choses avec d'autres personnes, de vous ouvrir au monde, de vous permettre de vous connaître mieux et de développer en fait vos capacités pour agir dans ce monde. Et c'est ultra important, beaucoup plus que ce que vous pensez. C'est comme ça que vous allez en fait avoir confiance en vous et vous aimer profondément. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et de toute façon n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah ciao, bye bye.